Madame, Messieurs, bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes lundi 19 janvier 2026, il est 8 heures et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 ce matin. Donc ce sera les chroniques habituelles du lundi, à savoir Jawdat Koussouma, lui, qui va nous emmener donc en voyage dans la musique Sha'bi, mais ce sera un autre regard à cette musique qu'il va partager en notre compagnie. Samira Hajjaba nous emmènera du côté du 2e siècle, elle va nous emmener dans la région de Ouled Djellal pour nous faire découvrir encore une fois les vestiges de cette région. Parlant santé, nutrition, particulièrement en compagnie de notre amie Ania Srir, elle qui revient sur la nouvelle pyramide nutritionnelle. Donc là, ce sont les nouvelles, si vous voulez, recommandations donc en nutrition, toujours pour garder une bonne hygiène alimentaire et surtout une hygiène de vie qui ne pourra qu'avoir des retombées positives sur notre santé. Nous terminons l'émission en compagnie d'un autre plateau. Cette fois-ci, nous allons parler de solidarité en compagnie des représentants du bureau de solidarité sociale. Alors, nous évoquerons ensemble certaines actions de solidarité qui sont en train d'ailleurs d'être accomplies en ce moment, particulièrement en cette période pluvieuse, en cette période froide. Au profit donc des personnes démunies, mais aussi les personnes sans abri. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, notre amie Amira Script a choisi pour nous très très belle chanson de Shemsou Friklen, Goulouli Alash, et on se retrouve juste après. وانتي اللي تلقايه، انا اللي بردان وانتي اللي تدفايه، انا اللي نبكي وانتي اللي تزهاي وتقولي مات اللي فات. معيشتي ظلمة دايرة عليك النورة، ما عرفت حبيب في نهار يدوره، دفنتيني وبنيتي لي صورة واللي سقساك قلتي مات. مشيت معاك بصفا والنية، ضحيتي ليا عدواب ليا، حتى انا يا عيت ماذا بيا، نمشي نداوي الكيادة نوكل ربينا ماذا بيا، نشوف شاد ديري انتي بلا بيا، انتي اللي بغيتي تذوقي المور يا مون امور. يقولي لي علاش انتي هكذا، خليني نروح وهني بالك. يقولي لي علاش انتي هكذا، حدا علاش اليوم وليتي هكذا. ويا الأميمة سامحيني انا ما لقيت سلام من هذا الشيرة، يا نمبر كالي تديني اللهلال. ما تخافيش على قطاع البحور، اذهب يمنع والصوف يبور، الدنيا تدور مولا مور. قولي مات اللي فات، يا انا يا نويتك انت يا ليا، بدلتني قدام اماليا، دمعت لامي ما عندها سوم، عليها الحياة تقوم، روحي بسلامة ما تزوليش عليا، جيب ليا ما بقاش فيك النية، ملا حياة ملا قانون، مكواني حياة المسجون، نحلف لك ما تزيد تسرالي ليا، عايش بخير يا الدنيا هي، تجري ورايا انا يا ما نوليش للنور، ما نوليش للنور.
يقولي لي علاش انتي هكذا خليني نروح وهني بالك يقولي لي علاش انتي هكذا حاكذا علاش اليوم وليتي هكذا ويا الأميمة سامحيني انا ما لقيت سلام من هذا الشيرة يا نمر كاني تديني لهناك Voilà, très belle interprétation donc de Shemsou Friklen, c'était Goulouli Alaj. Et cette fois-ci, donc nous parlons culture, parlons Sha'bi, mais ce sera un autre regard, un voyage aussi à Ouled Djellal, en compagnie donc nos amis. Jawdet, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est un plaisir de te retrouver. Hein. Merci, J'étais c'est même partagé. presque jalouse de me dire, ah tiens, Jawdet, il vient lundi, mais pas le week-end. Merci. Bon, on va essayer peut-être de faire un tour de temps en temps. Allez, Très bien, marhaba bik. Samira, bonjour. Bonjour. Comment Bonjour, ça va? Nour. Ben Bonjour, voilà, Saoudet. Samira, par Bonjour exemple, à elle tous. trouve un équilibre entre le week-end et la semaine. Oui, oui, N'est-ce pas? bien sûr, avec plaisir. Marhaba bik. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, Merci. Jawdet, ça va être un tour que tu vas nous offrir ce matin dans la musique Sha'bi et ce sera juste après cela. Et voilà, donc ce sera un autre regard sur la musique Sha'bi aujourd'hui. Voilà. Donc, on va éviter aujourd'hui l'agenda culturel. On va se plonger dans une thématique un peu particulière, qui est le Sha'bi, avec un regard un peu différent, parce que on a tendance à prendre cette musique comme quelque chose de très trivial, alors que le Sha'bi, qui est né dans les années 20, a emprunté donc à l'andalou. On appelait ça d'abord le medh, puisque c'était des sens et d'obédience religieuse. Et puis ensuite, c'est devenu profane parce que ça s'est réfugié dans les années 40 dans d'abord ce qu'on appelait les fumoirs, les mahchachat, qui n'étaient pas les fumeries d'opium de Thaïlande ou la de Chine, mais c'était Alors, des endroits dans lesquels, voilà, pour c'est vulgariser, un endroit pour... c'est un café populaire. C'est un Voilà, café pour, populaire, voilà, où on prend du café et on chantait avec l'instrument le plus simple à l'époque, qui était constitué de 2 cordes, et on appelait ça le gember. Et quand on plaisante entre nous et qu'on dit gemberbia, Oui. ça veut dire que tu es en train de te moquer de moi, mais avec, c'est-à-dire, Délicatesse. parce que oui, le gember était un instrument très sommaire, donc il ne permettait pas d'avoir toutes les notes. Et après, C'est pour ça une qu'on dit, expression c'est typiquement devenu, algéroise. voilà, et c'est devenu une expression qui est bon. Là. Ou alors, quand on dit qa'ad biha, ça veut dire que tu es en train de régler ton instrument, donc c'est pas un morceau choisi. Donc c'est rentré justement dans le langage populaire. Le Sha'bi a donné quelques tonalités de Finalement, phrases. même les expressions sont poétiques. Même les expressions sont poétiques, même si elles paraissent triviales. Oui. Donc, Monsieur Boudali Safir, dans les années 40, a fait définir la musique en langue arabe et en langue kabyle. Au début, c'était le medh. Et ensuite, comme c'était populaire, il a fini par les distinguer du classique andalou pour l'appeler Sha'bi, c'est-à-dire la musique populaire. Et donc, le chant algérois, parce que le Sha'bi est né vraiment dans la Casbah d'Alger. Et donc, il a changé donc, de l'andalou Houzi, qui est là le mode un peu le mode dandy un peu de l'andalou, et il a pris de ses arts pour entreprendre une aventure musicale qui jusqu'à nos jours a évolué au fil des temps. Et donc le Sha'bi devient populaire parce qu'il s'adresse aux masses, entre guillemets aux masses laborieuses. Et du coup,
les gens ne comprennent pas les tonalités, les nuances, la finesse de l'andalou. Et les chanteurs de Chadi de l'époque, Cheikh Madour, beaucoup de chanteurs comme Lounes Khamissa, Mohamed Safi, Saïd Draz, Ahmed Tlaïsi, Saïd Laour, Mahmoud Zaouch et beaucoup d'autres vont adopter un langage dialectal. Donc il va adopter un langage dialectal qu'on va aussi voir chez Ali Lalou du théâtre avec Bishtarzi et tout, qui vont adopter un langage qui s'adresse directement à la masse du public. Et si tu permets, Jawdet, effectivement, c'était un langage dialectal qu'ils avaient choisi, mais reste que c'est un langage dialectal qu'il faut vraiment déchiffrer et vraiment comprendre. C'est pas tout le monde, finalement, qui peut comprendre entre les lignes ou lire entre les lignes ce qui se dit. C'est très savant, j'ai envie de dire, comme dialecte. Oui, c'est très savant, mais quand, par exemple, l'Anqa chante Alhamdulillah, ma bqash Istamar, c'est-à-dire il y a beaucoup d'espaces, justement, qui sont écrits, où il y a une proximité. Effectivement, c'est quand même un langage savant, parce que comme je disais, l'empreinte à l'andalou et l'empreinte à la musique haouzi, où d'abord c'était le medh. Le medh était quand même très apprécié des gens, mais il est devenu très populaire parce que justement il était intégré dans des endroits très, disons, interlopes, c'est-à-dire un peu disons suspect, parce que bon, le chachet et tout n'était pas fréquenté par tout le public. C'était pas chanté à l'opéra d'Alger ou alors. Mais ça s'est développé dans les cafés populaires, puisque les cafés populaires sont différents des mahchachets. Les mahchachets sont des endroits beaucoup plus intimes, beaucoup plus restreints, et du coup ça s'est développé. Et notamment au début, le medh c'était avec une instrumentation très simple, c'était bendir et def, donc il n'y avait qu'une rythmique comme ça qui accompagnait les chants, souvent religieux. Mais ensuite, beaucoup de chanteurs chabi, à la fin des années 40, ont commencé à intégrer des instruments à cordes. Ensuite, au fur et à mesure, donc, il y avait la derbouka qui n'était pas le def et le bendir. La derbouka, c'était un instrument très précis. Ensuite, il y a eu le tambourin. Et toutes ces choses-là, c'est un héritage quasiment universel qui a fini par être assimilé par le chabi. Et donc, on aura après l'Anqa qui vient vraiment entériner toutes ces choses-là. Donc vous avez les modes Sikar, Maya, Zidan, tout ça, avec les préludes, Touchia d'abord, ensuite dans certains morceaux, quand il y a un soupir, vous avez ensuite l'istighbar qui est le prélude pour un autre morceau, mais c'est une interprétation libre. Et donc toutes ces interprétations libres ont fait du Sha'bi un mode novateur qui dépassait la simple expression de l'andalou, ou là du medh, ou là du haouzi. Donc après on aura l'arabi qui est l'expression même du Sha'bi. Le Sha'bi va avoir, donc vous avez les modes sihli et tout ça. Et l'arabi va intégrer dans le Sha'bi, c'est particulier. Vous avez le bit au siyah, qui est particulier au Sha'bi, avec une instrumentation qui, l'Anqa avait dit, si un jour vous êtes le fils de Ziryab, reprochez-moi d'avoir apporté des choses au Sha'bi. Enfin, parce qu'on lui avait reproché ce côté novateur. C'est l'un des premiers. On a l'impression que l'Anqa, et comme il est fondateur, entre guillemets, il est fondateur parce qu'il a apporté des choses nouvelles, le piano, la derbouka d'Alilou, le rythme est connu, le piano de Skandarani est connu, les violonistes, le banjo qui n'est pas naturellement endémique.
Et Et puis, justement, ces choses-là, Jawdet, l'un des grands musicologues qui ont résumé le génie de... Bachir Hadj Voilà, Ali, de- oui. de- Bachir Hadj Ali a été aussi un des premiers à innover parce qu'il a écrit, il a théorisé sur le Chabi et il a parlé de choses formidables. D'abord, je voulais juste aussi passer par ce côté où on croit que l'Anka est un classique, mais en réalité, l'Anka pouvait vous faire une fête par jour pendant 30 jours. Avec le Touchia jusqu'à la fin, c'est-à-dire du prélude jusqu'à la fin de cette fête différente. Voilà la particularité. Il jouait sur des gammes modales complètement inédites et était grand fan de Duke Ellington et tout ça. Donc il était très ouvert sur les autres musiques. On a l'impression que c'est un classique. Si vous voyez par exemple Alors là, Allah Yaltef, qui a été écrite par Mustafa Toumi. Si vous avez vu Mustafa Toumi de son vivant, c'est complètement fabuleux parce qu'il avait une veste militaire à la John Lennon là avec les drapeaux et il parlait de Gestalt allemande, d'esthétique allemande. Il avait une grande philosophie et donc voilà, c'était très moderne. Et là, Yazid vient de m'annoncer une nouvelle très particulière. Vous allez me la confirmer. Apparemment, vous avez un lien très particulier avec le Hajj Mohamed Al-Arif. Allez, je vous laisse le dire. Exactement. Je vous laisse le dire. Parce qu'effectivement, en animé son mariage. ma circoncision avec Voilà, l'Arif, quand il était petit. c'était un ami au grand-père. Voilà. Oui, donc il nous a fait Bouzéria, c'était... Voilà. Bon, mais spoiler. Voilà, j'aimerais juste... Merci Yazid pour le scoop. Voilà, merci. C'est une Donc, chance, oui, Vous vous rappelez? pas mal. Oui. Oui, vous avez quel âge? Ouais, jusqu'à 4 ans du mois, je devais avoir 4 ans. 4 ans, quelque Oui. chose comme ça. Ah, ça, c'est un beau souvenir. Ah oui, bien sûr. Enfin, un beau souvenir. Oh, ouais, je parle de... je De parle pas l'Anka, du- oui, effectivement, De l'Anka. c'était une aventure un peu douloureuse pour nous. Mais bon, voilà. Donc, Bachir Hadj Ali, juste pour une petite phrase, parce qu'il y a tout un texte qui parle du Chabi, justement, l'Anka et le Chabi. Donc, Bachir Hadj Ali, qui habitait la Casbah, donc un féru du Chabi, l'un des premiers qui a vraiment théorisé le Chabi, dit l'Anka a rendu plus intelligible la cellule mélodique avec un lyrisme sobre et parfois une délectation morose lorsqu'il s'agitait d'un bétoussiah, cette superbe fête musicale au sein de laquelle il opérait d'instinct les moments où s'évanouissaient, où s'allongent les syllabes ouvertes. Ensuite, il dit il passait par le biais du mode Sika, parce que le Sika est vraiment l'un des modes fondamentaux du Chabi. Donc, l'Anka a utilisé le Chabi dans ce mode de Sika, justement, avec un canté rondo algérianisé. Donc, il empruntait à l'andalou, à la musique espagnole, bien avant Zahi et tout ça. Il voyageait avec dextérité d'un mode à l'autre. Son harrak commençait par un sika archaïque, c'est-à-dire très brut, et ensuite le mode mouel naissait sur un 7e degré du mode zidan. Donc il allait en sol dièse, ce qui est dingue, et où ce chromatisme oriental usité en Espagne, en Arménie, en Égypte, en Grèce, à partir du mouel, abordait le ramumaya, c'est-à-dire d'un passage à l'autre. Et voilà, donc il affectionnait aussi le mizmoum, mode majeur du Chabi. Voilà, donc ils ont innové, ils ont apporté ensuite le Chabi a évolué jusqu'à des jeunes artistes comme Jam qui fait de la fusion, ou du jazz comme des autres. Il y a beaucoup de gens, comme Tara par exemple, le groupe, qui font aujourd'hui de la fusion, jazz, toutes ces choses-là. Rock avec cette chanteuse qui avait fait des beaux jours de la musique algérienne. Voilà, donc. Et Hymne Chabi, aujourd'hui, la régie a choisi de nous faire apprécier combien? 1 minute environ, tu me disais, Yazid, de Chabi, qu'on va apprécier ensemble. اللي يصغلوا الميت ورشا المعلم قدر يرحيه في حروب لا موكات مرغوم الريش يار
ارجع لا تندم عندك منقار ما يحارب وجناح ضعاف يا الزغلول يا Et voilà, donc, Un morceau, une pièce d'anthologie écrite par, comme je l'ai dit, Mustafa Tourmi. Donc une pièce qui restera éternelle. Voilà. une légende, Une tout légende, simplement. une Merci légende. beaucoup, Merci à vous. Jawdet, donc de la Casbah. On va aller à Ouled Djellel. Oui. Caméra, c'est Oui, ça. oui, c'est vraiment aux antipodes, mais Très bien. oui, pourquoi pas. Eh oui. Beau voyage. Voilà, un Je beau ne sais pas si voyage Al-Shabi à que Ouled vous nous Djellel. proposez tous les On deux. avait un ce matin. Bostaganam et tout, mais Ouled Djellal, il y a Hachar al-Milhoun. D'ailleurs, le Chabi emprunte beaucoup au Chabi. De Melji Melhoun, exactement, de la Eh, poésie. Ce sera Poésie. Juste après ça. Ouled Djellel, aujourd'hui, Oui. on va aller du côté du 2e siècle. ce matin. C'est Exactement. Alors, Ouled Djellel qui faisait partie de Biskra et puis récemment a été, on va dire, promu en wilaya. promu ou est passé a eu le statut de wilaya. C'est une très belle chose, c'est une très belle région. Il y a beaucoup de sites à visiter. On va peut-être les citer juste avant d'aller vers le site d'aujourd'hui, qui est Guémélaé, ce qu'on appelle El Qassabat. Et c'est à Ouled Djellel. Sinon, quand on veut aller à... Machi, quand on veut, moi je recommande d'aller à Ouled Djellel. Pourquoi? Parce que tu es déjà allé, bien sûr. Bien sûr. Voilà. J'ai des repérages pour le Passage au cinéma. plus- ouais. Pour ça s'y prête, toute la région s'y ouais. prête. C'est entre Boussaada et Biskra, donc les paysages sont magnifiques. C'est aussi, alors il y a des stations de gravure, notamment à El Mirad, donc on peut voir, c'est très joli à voir, c'est le bovidé normalement ou des animaux dans le genre qui sont représentés. On a, c'est de la région qu'on appelle les six marabouts. Donc il y a 6 marabouts qui veillent sur et qui protègent dans l'imaginaire les habitants. Il y a aussi la Zawiya al-Mortariya. Il y a aussi les plaines, hein, donc c'est aussi le décor naturel qui est à découvrir. Voilà, on voit les images. Non, pas. Ça arrive. D'accord. Ça va venir. Donc le site de Guémélé fait partie donc, de cette longue liste du patrimoine de Ouled Djellel. C'est un camp militaire. C'est un camp militaire, comme tu l'as dit, qui est apparu au IIe siècle, normalement environ à l'an 126, voilà, de notre ère. Hein. C'est un camp militaire assez spécial, très spécial même, puisqu'il est situé, on va dire, à l'extrême sud de l'Empire romain. Il est établi sous le règne d'Adrien et c'est la période des Sévères, en fait. Voilà. Moi, je trouve ça très curieux. Pourquoi? Parce que Nous sommes en train de voir les gravures rupestres. voilà, ça, c'est les sites à voir. Ah, c'est vrai. Voilà, c'est beau, hein? Je trouve ça très beau. À Steppe. Ça, c'est l'un des marabouts, Perdue. c'est ça? L'un des 6 marabouts. La Zawiya Mortariya. La région est connue aussi pour le mouton. Il paraît qu'il est très bien. Oui. Très tendre, Oui, effectivement. Très tendre, effectivement. Je confirme aussi. c'est quoi? Ils font le melfo? Ah, Non, c'est ils font de Hamra. le bouja. Oui, exactement. Bah, méchoui, généralement. Ça, comment on dit? L'Ahmara, une Voilà. des espèces. Donc, ça a été établi durant le règne des Sévères, donc sous l'empire des Sévères, et c'est dirigé par Adrien. Pourquoi c'est important? Parce qu'il est, on va dire, dans le sud. Habituellement, les Romains, on les retrouve Tipaza. Bon, on peut les retrouver aussi à Betna, Sétifis, mais ça reste. Et là, ils sont enfoncés dans les terres. C'est le site, ce qu'on appelle les limes, c'est la frontière. Ouled Djellel représente le lime de l'Empire romain. Le lime vers, j'ai pas envie de dire l'extrême sud, c'est pas l'extrême sud, mais c'est l'extrême sud de l'Empire. Ils sont pas allés jusqu'à Janet, hein, voilà. Ils sont quand même déployés jusqu'à Ouled Djellel. Et donc, ils ont créé ce camp. Ce camp, il est assez spécial. Il est conçu aussi pour... le nombre de soldats, c'est de 500 jusqu'à 1000. Ils partageaient des chambres à 8. Et ils avaient exactement tout le confort d'un castrat.
C'est-à-dire il y avait des thermes, donc des bains, il y avait des canalisations. Tout ça on peut le voir, hein. Il y a des bornes millénaires qui ont été retrouvées. D'ailleurs il y en a plein en Algérie, des bornes comme ça, qui indiquent, qui ont des inscriptions et qui indiquent, qui nous ont donné énormément. C'est peut-être des pierres, mais elles donnent énormément d'informations sur le site, sur l'histoire, sur les déplacements, pourquoi les Romains et tous ces sites romains dont on parle depuis un moment déjà. C'est une partie de l'histoire de l'Algérie. Ça raconte, il y a eu, ça raconte le déploiement de l'Empire romain en Algérie, mais c'est aussi l'Empire afro-romano, hein. C'est aussi les Berbères, c'est aussi les Numides. On est en pleine Numidie, c'est aussi nos déplacements à nous et notre quotidien, on va dire, notre vie, nos batailles, nos guerres. Voilà. Donc c'est construit, il y a un amphithéâtre, il y a des rues, il y a 4 portes, exactement comme pour une casbah, qui indiquent les points cardinaux, pardon. Donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et donc un forum, un amphithéâtre qui est à l'extérieur de la ville où les militaires pouvaient s'entraîner. Tout ça existe, hein, ce sont des vestiges qui existent et qui démontrent l'organisation de ce camp militaire qui avait accueilli la cohorte des soldats à cheval syriens. Voilà. Je ne pourrais pas prononcer le nom latin, même si je le voulais, même si je l'écris devant moi, je ne pourrais pas le prononcer. Donc, ils se sont organisés dans une vie pour contrôler surtout la région, pour contrôler les déplacements, il faut dire aussi ce qui est assez spécial, ce sont des régions acides, arides. Arides, on a compris. C'est pas grave. Aride, le climat, il est très difficile, il fait très chaud, ce sont des zones sahariennes, c'est pas comme le nord. Les Romains sont venus. Et c'est pas très commun, hein, parce qu'habituellement, les Romains les retrouvent beaucoup plus du côté des villes côtières, les hauts plateaux. Exactement. Voilà. Et puis là, ils sont dans le sud. Mais nous, ça nous a permis de savoir. C'est un site qui a été découvert de façon assez spéciale, puisqu'il a été découvert à partir d'une vue aérienne. Donc, il y a eu un militaire, donc français, Baradez. Est-ce que nous sommes en qui train de faisait voir, ça, c'est une image ancienne. Hein. Donc, et ça, c'est une reproduction, un relevé en fait du camp. Et il a fait des prises de vue aériennes et c'est là où il a aperçu le site. Sinon, le site, il l'a fouillé. Le site entre 1947 et 1950. Voilà. Le site se compose, parce que c'est vrai qu'il y avait des militaires, mais il y a aussi donc, le camp militaire, le fort, et puis il y avait la Civitas, la ville, la cité, où les familles de ces militaires et autres, hein, donc artisans, commerçants et tout, habitaient. Donc 2 parties qui composent ce site. Donc c'est intéressant de le découvrir. On est dans une oasis, il y a des palmiers, c'est quelque chose qui est quand même inhabituel, intéressant, insolite à découvrir. Au-delà, toute la région de Biskra, toute cette région Bou Saada. Pardon, Bou Saada, c'est d'abord c'est des centaines de stations de gravure rupestre, mais pour te dire le mélange extraordinaire, cosmopolite de l'histoire algérienne depuis la plus haute antiquité, parce qu'on a des gravures rupestres qui représentent la préhistoire. Et on a l'Antiquité avec les Romains, et les Romains donc, ont décliné après le IIIe siècle. On commence à décliner, en tout cas dans la région, et c'est à ce moment-là que les Byzantins sont arrivés. Et à chaque fois qu'il y a une civilisation qui arrive, et il y a un petit peu de modification avec des ajouts, notamment. Alors les Romains, c'est pas tous croyants. Il y en a, même quand il y a eu le christianisme, ils ont continué à adorer les rites païens, le paganisme, les statues. Donc voilà. Et donc une partie c'était le christianisme, et ensuite les Byzantins sont venus. Et il y a eu des modifications qui ont été apportées. Nous on le sait parce que c'est inscrit sur la pierre. Voilà. Après, c'est très intéressant, Samira, parce que finalement, le fait qu'on ait plusieurs vestiges qui datent comme ça de plusieurs époques dans la même région, ça renseigne à chaque fois que c'est une région qui a connu de tout temps une vie. Donc ce ne sont pas des régions qui ont été désertées ou qui n'ont pas connu de vie. Les gravures rupestres, on parle de minimum 6 000, 7 000 ans avant notre ère. Hein.
Donc c'est toujours des régions qui ont été habitées. Je ne crois pas on a l'impression que c'est vide, mais je ne crois pas qu'il y ait une région d'Algérie avec ses 2 millions, plus de 2 millions de kilomètres qui soit vide. C'est ce qui est impossible. intéressant. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que là où on va, il y a des strates d'histoire, en fait, différentes, d'époques, et on a ce qui est je veux dire, immuable, c'est que les Algériens ont lutté de tout temps pour, même s'il y a eu des envahisseurs, pour les mettre dehors. Maintenant, nous, on est ravis d'avoir des vestiges, des monuments et tout. Pourquoi? Parce que ça sert le tourisme, ça sert à l'histoire, et puis ça forge, je veux dire, l'identité d'un peuple. C'est comme la musique, hein, c'est exactement la musique. Il ne faut pas croire, elle a toujours été en mouvement. Donc, il y en a qui essayent par tous les moyens de conserver, tu vois, les normes, de respecter les lois, voilà. Mais ce n'est pas possible. Non. Sinon, finalement, Jawdet serait peut-être d'accord, mais si on va figer un patrimoine particulier, il va disparaître. Il va disparaître, il va se cristalliser, voilà. Il va disparaître. Effectivement. Et on revient toujours au choix, finalement, toujours stratégique des Romains. Donc, on choisit une oasis, une source d'eau, une vie déjà au préalable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même comme pour Timgad, comme pour beaucoup de castrats romains, c'est qu'ils ont même des canalisations sous terre à Ouled Djellel. Pour les canalisations, pour moi, c'est un signe de technologie, d'ingénierie, de modernisme, pour l'évacuation, donc des canalisations pour les eaux usées, qui sont sous ces artères principales, et puis surtout l'architecture de ces cités, où rien n'est laissé au hasard, où parfois tu as des indications pour te dire, donc ils étaient en avance sur leur temps, les plaques des rues pour indiquer ce que le lieu, l'utilité du lieu et à quoi il sert, et puis toujours cette architecture moderne parfaite, réglée, où la plupart du temps les maisons, les résidences ou encore les campements étaient de la même taille, alignés. Un peu plus grande pour quand il s'agissait de quelqu'un de plus riche ou de plus gradé. Le luxe est selon la hiérarchie sociale ou militaire. Et puis l'agencement, ils avaient des orias qu'on appelle des greniers aussi. Ils avaient un amphithéâtre, ils avaient un prétarium, ils avaient en fait une basilique aussi. Voilà, toute cette organisation. Maintenant, ce qui est terrible dans ces régions, c'est que parfois il y a un coup de sable et les choses sont recouvertes. Sont recouvertes, effectivement. Et puis, un autre jour, plus tard, 10, 20 ans, voire 100 ans après, il y a un autre coup de vent qui nous révèle des choses que l'on ne connaissait pas. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller. Il y a des choses à découvrir encore sur le site, et notamment cette région. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller vers une cartographie des différents. Il y a un inventaire qui est en train de se faire. Oui, qui est répertorié tous les sites. Il y a quelques années quand ça même. fait déjà quelques années qu'on a commencé, et normalement ça va être documenter les sites, justement, les cartographier. De manière très précise. On n'est pas toujours à l'abri de la nature, hein, bien donc sûr, de l'expression de la nature. On n'est pas à l'abri de l'érosion, on n'est pas de l'urbanisme archaïque, toutes ces choses-là. De l'urbanisation galopante, même dans les régions du Sahara. On n'est pas à l'abri d'un pillage, mais surtout l'usure, parce que le climat, il est très aride. Il est très aride, voilà. Donc, est-ce que le site est classé? Parce que généralement, ce sont des sites, oui. Oui, il est classé, bien sûr. Patrimoine national. Mais il ne faut pas oublier que ça faisait partie de la wilaya de Biskra. Et bon, le classement suit, hein, ça ne change absolument rien, puisque c'est le plus important, c'est le classement classé, et notamment le fort. Voilà. On classe pour protéger, Alors, il y a des sites qui n'ont jamais été réhabilités, c'est très bien, parce qu'ils restent authentiques, donc il n'y a pas eu une modification de l'homme, parce que même quand il y a une modification de l'homme, quand on reconstruit une colonne, ou un mur, ou un rempart, on met une démarcation pour signaler les archéologues font ça, quand on voit, on se dit, oh, parfois, c'est pas la même couleur et tout, mais c'est justement, la démarcation est obligatoire. C'est écrit sur un registre, avec le numéro de précisé, d'intervention et tout ça.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour Merci, ce beau Nour. voyage, Samira. Donc, si on est du côté de Ouled Djellal, ne pas manquer À Mlili, de visiter précisément. à Mlili. Mlili. Voilà, donc ne pas manquer de visiter ce site. Samira, merci beaucoup. Oui, On merci se retrouve beaucoup. vendredi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Jawdet, c'est un plaisir. Alors, un de ces quatre, Inch'Allah. Un de ces quatre, Hein, voilà. n'est-ce pas Avec Amel plaisir, reprendra de service avec plaisir. la semaine prochaine. Avec Et j'espère te revoir au moins D'accord, un week-end. Jid Zorna. Promis, pas de souci. Inch'Allah. Marhaba bik. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Pause musicale, ça vous dit? Oui, Avec très plaisir. bien Groupe, sûr. en compagnie du groupe Zer qui nous fait une Ah non. très très belle interprétation. Moderne. Donc d'une chanson d'ailleurs Lillah Lillah ya li adrouni. un classique. Voilà, Lillah ya li adrouni, un classique. Shahid, je vous laisse apprécier. Ça Et on aurait se pu retrouve être juste après. Rizia, hein, puisque la région... Aussi, Allez, Yazid. ils ont aussi fait. Yazid, il va falloir programmer Hizia pour la prochaine fois, Inch'Allah. Allez, pour l'instant, c'est le groupe Zer et on se retrouve juste après. لله يا اللي عذروني راني نسعف في المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب غرام قاصنين الشاب والجرح ما بغى يبرى لله يا اللي عذروني راني نسعف في المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب غرام قاصنين الشاب والجرح ما بغى يبرى قبل الصيام حوط بيا ولا قدرت له بحروب حتى رجعت له مكسور عطيت مينا وربي وظلم وزادني تفياش راي عفتا راي يوري للقتال يجي مسلوب في الخلق ما يلو محبوب جميع كل من قاسى كيفي كيف تشوف فتاش فيه الصعيب فيه الهين طاغي وفيه كل عيوب ولا بسهر ونضروب بعد ما بان عشقي وظهر مول الغرام ما يخفاش غير الوقت سابق ليا وكل شي بالمكتوب حتى الزمان بالمقلوب من بعد ما حلاوة منا بالوراه ما يخفاش لله يا اهلي عذروني راني ساعة في المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب الغرام قاسنين الشاب والجرح لا بغى يبرى الغرام قاسنين الشاب والجرح لا بغى يبرى الخير والريا من زهر العاشقين والكتوب من لا يحبه معيوب ما شاف ما شفا في زمانه جهد ويقول ما شفناش عشق والغرام تعاني بقيت من هوا مسلوب عبيد صرت له مكسوب وللغرام ما يتهنى حتى يصير فوق معاه تغفر لي ربي فضلك ما يخلص كلامي مرتب ما يخفى في مطالع ومحسوب عبيد صرت له مكسوب فيهم ضايع عند الكل
نخفى ننسى ما نخفاش الله يا اللي عذروني راني نسعف المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب غرام قاسنين الشاب والجرح ما بغى يبرى الله يا اللي عذروني راني نسعف المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب Et de retour sur le plateau, très belle interprétation donc de Lillahi Yahli Adrouni par le groupe Zahir. Et cette fois-ci, nous recevons Yazid Et Mahiddin qui va rendre hommage à certaines personnalités, c'est ça Yazid? Oui, on va pour rendre aujourd'hui. hommage. Bonjour. Bonjour On est tous en Yazid. rouge. Alors oui, Le on rouge est... et le noir, lui, c'est pas ça, tu vois, معليش il y sont aura sept. toujours... معليش, c'est le jeu, il y a toujours des perdants, des gagnants, et la retourne. Ah ben n'est-ce oui, pas le Sénégal a gagné. Eh ben, Oui. la coupe. Donc aujourd'hui, ils sont les titulaires d'Afrique. Absolument. Voilà, effectivement. En fait, je voulais te dire, Yazid, je pensais que tu étais tout le temps en cravate, je te voyais de temps en temps en papillon. Et là, entre hier et aujourd'hui, je voulais te dire, ça te va merveilleusement bien. Merci beaucoup. Ben, قاد بها. أنا بها. Voilà. صحتك. العنق. صحتك. En tout cas, ça te va super bien. Donc aujourd'hui, ça va être une rencontre avec certaines personnalités qui ont marqué d'ailleurs notre temps. Et ce Oui, sera oui, c'est- juste après. cela. So, yeah. So, nous allons parler de Mouni Berrah, on a célébré l'anniversaire de son décès avant-hier, et c'est une grande journaliste spécialisée dans le cinéma. C'est l'une des plumes les plus prestigieuses dans le domaine cinématographique, dans la critique cinéma, dans la critique littéraire, issue du milieu des études sociologiques. Elle a travaillé sur Roland Barthes, elle a travaillé sur De Saussure, elle a travaillé sur... Ah, carrément. Oui, et c'était un peu le regard de Grande sociologue figure, de la sociologie. de la sociologie et surtout du journalisme cinématographique. Elle était, d'ailleurs, elle passait dans l'émission Ciné Club de Mohamed Bjaoui. Elle était souvent invitée, et puis elle a été aussi correspondante parce qu'elle a vécu à Washington, elle était correspondante du journal de l'hebdomadaire Alger Actualité, de Révolution africaine. Elle a même travaillé surtout dans la revue Les Deux Écrans avec Abdou Bi Allah yarhamou. Et puis elle a travaillé aussi dans une grande revue spécialisée dans le cinéma tiers-monde, c'était Ciné Action, où elle a préparé un travail assez rigoureux sur le cinéma, sur en fait le regard cinématographique colonial par rapport aux situations, par rapport à ce qui se passait, donc le cinéma aussi anti-colonial. Elle est décédée donc je pense en 2000 aux États-Unis, à Washington. Suite, elle a percuté sa voiture, elle a percuté un arbre. On doit lui rendre hommage. Là, elle est avec Mohamed Iftissan, le grand réalisateur Mohamed Iftissan. Donc, c'était dans une des émissions cultes de Mohamed Bjaoui, Ciné Club. Ciné Club. Oui, et puis du 22 au 23, du 21 au 22, donc il y a un hommage particulier à Youssef Chahine, le grand réalisateur égyptien qui était invité sur ce plateau avec Amal Aloumi. Il était là, oui. Il est resté plus de 40 minutes. Il a même cassé un peu il a fait une entorse au protocole puisqu'il ne fallait pas fumer. Lui, il était cigarette sur cigarette. Il parlait de ce film Soukout Hansawer, c'était Silence, ça tourne, et puis il est connu pour tous les grands films qu'il a réalisés. Adieu Bonaparte, le 6e jour, Al-Ard, c'était un Vous risquez de dire des bêtises, Yazid, c'était pas lui, Jamel Abou Hired? Oui, en fait, il a travaillé sur ça. C'était vraiment, il était aussi un habitué de la cinémathèque algérienne, et voilà, donc c'était l'un des grands réalisateurs de ce siècle. Donc c'était quand même moi je me rappelle, il y avait aussi ce film culte Le Destin, donc qu'on a vu à la cinémathèque. Donc, et puis nous allons parler maintenant des actes de bravoure des Algériens, notamment les pilotes algériens, puisque récemment donc on a parlé de cet Algérien Zitouni à Londres qui était dans un train et qui a d'ailleurs il a été reçu
par le prince Charles. Et puis, ce type, qu'est-ce qu'il a fait? On le voit ici, donc c'est Samir Zitouni qui a sauvé beaucoup de passagers dans un train à Londres. Il y avait quelqu'un qui voulait donc qui allait carrément agresser des voyageurs et à l'aide d'une poêle carrément, il a réussi à faire face et puis à sauver beaucoup de vies et au péril de sa vie puisqu'il a été hospitalisé. Au Douk, alhamdoulilah, et puis voilà, il a présenté cette image de bravoure, cet altruisme, ce sens d'altruisme de l'Algérien. Et puis j'étais en train de chercher dans les journaux, etc. Et je trouve hier sur le journal, un quotidien du matin, donc Farhat Beldi, c'est un pilote algérien qui dans les années 80 a sauvé et il a intervenu en plein rallye Paris-Alger-Dakar pour sauver le fils de Margaret Thatcher. Et c'est lui qui a pu le transporter. Rien que ça, et puis la dame de fer. Oui, c'était, voilà, j'ai même essayé de... Il est décédé hier, ce pilote, Farhat Beldi, Allah yarhamou, c'est lui qui a contribué au sauvetage du fils de Margaret Thatcher. Voilà. Et puis il y a eu beaucoup de cas comme ça parce que le patron de Virgin, Richard Branson, qui a également été sauvé parce qu'il était dans un ballon, une montgolfière, et il a été sauvé par des pilotes algériens parce que son ballon s'est dégonflé en plein Bérizina à droite. Donc c'est vraiment, il y a eu beaucoup de choses. Et puis il y a d'autres pilotes algériens, 3 pilotes du côté de Pienza, je pense, en Italie, et ils étaient à 3, donc Abdou Mohamed, Khadid Mustafa, et un troisième pilote également, qui étaient donc dans le ciel de cette petite ville italienne. Ils ont contourné l'espace urbain, là où il y avait beaucoup de monde, donc ils ont tout fait pour ne pas chuter sur la une ville. zone urbanisable. Voilà, l'avion s'est écrasé dans un lieu où il n'y avait personne. Donc il y a même une stèle qui leur rend hommage dans cette ville. Donc pour dire combien les Algériens sont vraiment braves et comment ils font tout pour sauver des vies humaines. Et ce n'est pas uniquement le cas de... Et puis en France aussi, il y a eu beaucoup de cas où des Algériens sont intervenus pour sauver des dames, pour sauver des gens en situation de... Voilà, pour dire que cette action de bravoure, cet altruisme, cet esprit de bravoure aussi, parce que le mot c'est bravoure, ils ont fait tout pour sauver. Et en parlant de Montgolfière, il y aura donc en fin de mois donc carrément un rassemblement de ces ballons en plein donc dans la région de Timimoun, dans la région de Timimoun. Donc ils vont survoler. Ça s'est déjà fait à Tamanrasset auparavant, non? Oui, voilà. Et là c'est dans la région de... C'était pas le festival des cerfs-volants? Il y a le cerf-volant, mais ça, c'est pas les cerfs-volants, c'est le voyage au ballon. Voilà, c'est le voyage au ballon. Donc, c'est une association Conception Fly qui vont organiser cet événement pour le 29 janvier sur le ciel de l'Oasis Rouge. Ah, bah c'est magnifique. Alors, si vous et pour terminer, je vous offre ces images un peu que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux. C'est du côté des États-Unis où il y a tout un mariage de couleurs avec ces ballons donc, qui avaient aux couleurs, on les voit ici. Donc, ça va se passer comme ça dans la région de Timimoun. Et ça, c'est pas des montgolfières? Oui, mais c'est des ballons. C'est des ballons, ok, d'accord. Et quand même. Écoute, je me dis peut-être que c'est ça et voilà. Ça, donc voilà, nous allons avoir pratiquement des choses, des couleurs comme ça, chatoyantes et tout, dans la région de l'Oasis Rouge. Et donc ça, c'est le parapente. C'est des parapentes, mais elles survolent comme simplement dans la... c'est spectaculaire quand même. Monter, gonfler et voler. Mais en tout cas, c'est spectaculaire. Ce sont des images qui restent très très belles à voir. Moi, j'ai fait ça aussi une fois. Oui, j'avais peur, mais après, j'ai pris du plaisir. Je vais le faire, je l'ai fait, voilà. Oui, mais de toute façon, Yazid, toi, on te connaît, tu es aventurier dans ce genre de situation.
Ben oui, c'est des sensations extrêmes et tout, et on voulait vivre ça, ne serait-ce une fois dans notre vie. Effectivement. Et ne serait-ce il faut qu'une le fois. faire, un Titanic. Hein? Oui, j'y pense. Inch'Allah. Inch'Allah. روحي هكذا الياس مع حمراء وكحلة. Bon, c'est pas tout à Mais fait aujourd'hui, du on est rouge, tous là. rouges. C'est pas tout à fait du rouge, T'es ça. au rouge, toi, t'es au Bordeaux. Alors, il y a Wafa qui te dit, bon, moi je suis en USMA aujourd'hui, et toi tu es en CRB aujourd'hui. C'est non. Servi. Ah, il arrête quoi. Ah bon? Je me dégage cette قلت لي responsabilité. hein. Eh ben voilà, j'ai terminé. Voilà, c'était très speed, rapide pour dire tout en 2 minutes, je pense. En tout non cas, merci beaucoup, Yazid, déjà de parler de toutes ces figures qui ont marqué notre temps, qui ont marqué. Puis ce pour le rendre siècle-là. hommage, Et puis voilà, rendre Farhat hommage. Beldi, ce pilote, donc il faut lui rendre hommage. Ces 3 pilotes qui sont morts en Italie, il faut leur rendre hommage. Donc tout le travail qui a été fait. De on doit bravoure, faire- encore oui, une de fois, bravoure on pour insiste faire un peu, dessus. regarder dans le rétroviseur, mais dire Rabbi yarhamhom, mais puis bravo pour ces gens. Effectivement. En tout Voilà. cas, merci beaucoup. Yazid, encore une fois. Yazid, ça te dit de virer du côté de la Casbah? Ah ben oui, On va madame aller Bia. voir une très très belle exposition. Je sais, du côté de la librairie Alamat, je pense. Voilà, donc c'est une exposition photo qui met en valeur un autre patrimoine immatériel, d'ailleurs classé. Hein. Il s'agit de la Sbiba, n'est-ce pas? Donc la Sbiba, donc la photographe c'est Amal Dekar et c'est Friel Hamdi, donc qui nous rend. ريال حمدي معروفة تظل تعرف قصبة تعرف partout. Et là où il y a des sites Friel savantes, Hamdi- elles sont là. Ah, d'ailleurs, Friel Hamdi, quand on a envie d'aller faire une virée à la Casbah, c'est elle qu'on appelle Friel. Tu as un guide à nous proposer? Même à Blida, même à voilà. Bdia, même Tizi Ouzou. partout. Tizi Ouzou, partout. Voilà. C'est un globe-trotteur de tout le Effectivement. territoire national. Allez, Voilà. un grand bonjour aujourd'hui à Friel Hamdi qui justement s'est déplacé au niveau de la Casbah pour nous rendre compte de cette belle exposition autour de la Sbiba que je vous laisse découvrir et on se retrouve juste après. Elle ne chante pas, elle capture. Janet n'est pas une escale au bout du désert, elle en est le sortilège. Une présence qui s'impose sans bruit. Une force douce et ancienne qui désarme les certitudes dès les premiers pas. Elle, c'est Amal Dekar, photographe, reporter d'art, qui a immortalisé à travers ses photos en noir et blanc la Sbeiba, cette fête ancestrale profondément enracinée dans la culture touareg célébrée chaque année à Janet. J'ai commencé la photo en argentique, donc la pellicule, la chambre noire, et c'est pour ça que j'ai un grand amour pour la photo en noir et blanc. Voilà. Je voulais faire Janet, mais en bivouac. Et là, j'ai découvert je ne sais pas comment vous expliquer, parce que là, j'ai toujours c'est énorme, c'est très beau, c'est indescriptif. J'ai côtoyé les nomades, je dis pas que j'ai vécu avec eux, dans chaque séjour, je passe voir les nomades et discuter avec eux et passer un moment avec eux et j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. J'ai appris la patience, j'ai appris à être plus calme dans mes décisions et beaucoup de choses, beaucoup de choses. Amal Dekar explore des techniques photographiques variées pour souligner l'émotion, les lumières et les gestes créatifs des modèles. Je trouve cette exposition vraiment magnifique. Donc ça retrace très bien l'histoire et je trouve donc les œuvres vraiment magnifiques, exceptionnelles. Comme toujours, voilà, je trouve que toutes les belles expositions qui sont exposées ici à la librairie ou dans les musées de la Casbah, donc c'est enrichissant aussi pour le tourisme et pour nos cultures différentes dans chaque endroit. Là, aujourd'hui, c'est bien avec les Touaregs, c'est vraiment très important. En même temps, là, ils fêtent une très belle fête qui est la Ashura et qui donne de très bonnes informations sur cette Ashura. En même temps, comment ils vont la fêter chez les Touaregs. J'ai vu le travail d'Amel lors d'un vernissage
une exposition et voilà, ça m'a interpellée, surtout le couple que vous avez voilà, en grande photo comme ça. Et je trouvais qu'il y avait, voilà, c'est vrai que c'est âme et mémoire, on parle aussi de notre patrimoine, de tout ce qui nous reste, mais la librairie elle, se veut aussi un dépassement. Comment pour moi c'est une icône, c'est surtout la femme, bon l'homme aussi, mais la femme, et j'ai vu beaucoup de signes à l'intérieur. Cette photo, elle a un dévoilement. Donc c'était comme une icône actentielle, elle pouvait donner encore à notre époque, parce qu'il y a une grande civilisation à l'intérieur. Dans plusieurs photos, on peut l'apercevoir, c'est une perception justement sur cette image qui fait qu'il y a une résonance sur le monde d'aujourd'hui. Parce qu'elle est vraiment comme une icône de mode, elle donne dans la couleur, dans les accessoires, dans la manière dont elle tient le mouvement de sa main, les bijoux, tout est mis en œuvre pour qu'on comprenne ce patrimoine, qu'on ne le laisse pas stagner. Les chants féminins, lancinants et puissants, dictent le rythme. Les costumes, les bijoux d'argent, les voiles indigo font de la Sbeiba un spectacle visuel et spirituel unique. L'exposition Sbeiba à mes mémoires se tiendra jusqu'à la fin de ce mois à la librairie Alamet. Et voilà, donc très très belle exposition donc, autour de la Sbeiba. Et c'est Faria El-Hamdi qui s'était intéressé. C'est une exposition qui se passe du côté de la Casbah. Alors Yazid, j'ai décidé de rester là parce que le sujet m'a intéressé, parce que je connais bien cette librairie Alamet qui n'est pas loin de أعطيني l'occasion de رحب Et voilà, donc on parlait de cette exposition. Et justement, Yazid El-Mahdi a été vraiment attiré. Il s'est dit, j'ai des choses à dire et je vais les partager avec nos téléspectateurs, n'est-ce pas Yazid? Oui, bien sûr, parce que la Sbeiba, c'est cette danse, c'est une allégorie à la paix entre les deux tribus du côté donc de Janet. C'est depuis la nuit des temps que cette tradition est célébrée, notamment la Ashura, pour dire un peu comment les Algériens sont attachés à l'idéal de la paix. Et puis ça se prépare plusieurs jours avant, notamment pour le costume traditionnel féminin et pour le costume traditionnel masculin, ce qu'on appelait le Takumbukt. Takumbukt, c'est quand on fait la coiffe à plusieurs reprises, il y a tout un cérémonial, et puis comment il simulait la paix à travers la guerre, à travers une guerre, mais c'est une danse en fait. Une chorégraphie pour dire en fait, on peut faire la paix tout en jouant, tout en dansant. Et c'était entre deux tribus, El-Mihan et Zouaz, donc qui faisaient un peu c'était dans leur histoire, mais un jour ils ont décidé de dire basta, on va faire la paix. Et c'était une poésie de la paix en fait. Voilà, et on rappelle que c'est tellement important, c'est une danse justement qui est ancrée dans notre histoire, dans notre mémoire, que ça a été d'ailleurs classé patrimoine mondial par l'UNESCO, donc c'est un patrimoine de l'humanité. Absolument, c'est classé patrimoine mondial de l'humanité, parce qu'il y a non seulement la danse, il y a aussi les percussions, il y a aussi les tenues traditionnelles, il y a également la poésie, donc il y a plusieurs facettes de ce patrimoine immatériel. Donc quand on voit les tenues traditionnelles des femmes qui dansent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Leur coiffe exactement, leur toilette, la manière de faire des tresses, tout ça c'est très très important. Et ça a tout a une symbolique, tout a une signification particulière, rien n'est laissé au hasard. Absolument, ça reflète le savoir-faire des Algériens de la région de Janet, qui eux ont traduit tout ça dans leur façon de vivre, dans leur démarche dans la vie, dans leur quête de la paix. Donc tout ça, on le voit dans cette danse de la Sbeiba. Donc il y a aussi le grand réalisateur qui a carrément
qui a carrément immortalisé cette tradition de la Sbiba. Donc il y a toujours ce travail qui a été fait, je pense, dans les années 90-91 par rapport à cette danse. C'était Belkacem Hadjadj qui a réalisé avec la télévision algérienne dans les années 90 ce travail mémorable sur la danse de la Sbiba. Et puis c'est bien d'être à la Casbah, on est du bien côté d'être à la de Casbah, Jabal alors on Lihud, rappelle dans les dédales de la effectivement. Casbah, on est en train de prendre un thé, puis on dit voilà, il y a quand même un programme culturel dans la librairie Alabat, donc dans la Dar es Salaam, et on ira donc pour voir cette exposition. Donc elle est ouverte Au public. au public. Ils peuvent également trouver des bons livres sur la spiritualité, sur tout ce qui concerne le soufisme, etc., qu'on peut trouver dans cette librairie Alabat, qui reste aussi une destination de choix pour les gens qui veulent visiter la Casbah littéraire, parce qu'il faut dire aussi, rendre hommage à toute cette Casbah littéraire. On a parlé de Belhadj Mohamed Al-Anqa, pourquoi pas un musée du Chabi, un musée de Belhadj Mohamed Al-Anqa. Eh bien oui, un film sur Belhadj Mohamed Al-Anqa, parce qu'il y a eu des documentaires sur Belhadj Mohamed Al-Anqa. Il y a Baba Issa donc, qui a fait 12 numéros sur le Hajj Mohamed Al-Anqa. Je retiens cette réplique de Momo qui dit le Hajj Mohamed Al-Anqa, Zed Khanaf Zidane. Il a introduit une gamme dans le Zed, une note dans le Zidane. Zed Khana Zidane. Mais si on voit ce qu'il a fait interviewer Jazouli, il a fait interviewer Besh El-Hajjali, il a fait un travail extraordinaire. De recherche et de témoignage. Oui, il y a vraiment... et c'est ça. Voilà, et puis Voilà, donc effectivement, à la Casbah, il faut dire, Yazid, qu'il y a beaucoup d'effervescence aujourd'hui sur le plan culturel. C'est vrai que la Casbah, on l'associe beaucoup à la guerre de libération, parce que chaque rempart, on le dit, a une histoire à raconter dans la Casbah. Mais il faut dire aujourd'hui que ça prend beaucoup vie, notamment avec les activités culturelles. On l'a vu à travers le reportage de Faye Hamdi, les musées qui s'y trouvent, mais aussi les touristes donc, qui sont généralement à l'afflux de la Casbah. Oui, bien sûr, à un moment donné, donc, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient un peu réticents d'ouvrir un commerce, de faire un restaurant, de faire le guide, etc. Mais aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 10 ans que tout le monde s'y met à vivre pleinement les pulsations de cette ville d'Alger, de cette Médina d'Alger millénaire. Donc aujourd'hui, il y a quand même le Dar Sultan qui a été réhabilité, qu'on peut visiter, la mosquée des Janissaires, on peut voir la Poudrière, on peut voir la mosquée du Dey. Donc c'est quand même... Et puis, il ne faut pas oublier que Icosium, on peut visiter aussi les thermes d'Icosium du côté du métro de Sahchouhada. Puis les voûtes d'Alger aussi qui ont été déjà non seulement inaugurées, il y a même le marathon d'Alger qui a emprunté ces voûtes d'Alger. C'est extraordinaire. Il y a le musée maritime, c'est un prolongement de cette Casbah. Donc il y a aussi le bastion 23 on peut aussi apprécier toute cette architecture mauresque sans oublier qu'on peut aller prendre des petites sardines chez le repère, le repère du côté de la mosquée Sidi Ramadan. Donc il y a quand même beaucoup de choses à voir, sans oublier. Alors, paraît-il, Yazid, à la Casbah, il y a même des habitants qui ouvrent leurs portes donc, aux visiteurs, aux touristes, pour voir justement l'architecture des maisons de l'intérieur. Oui, il y a des gens qui, non seulement qui invitent les touristes à visiter, il y a également le Mahyout, le célèbre ébéniste qui a carrément invite moyennant quand même une petite donation comme ça pour favoriser donc ce genre de tourisme où tu peux aller sur les terrasses de la boutique de Mahyout pour voir la baie d'Alger. Il y a également Dar Sjour. Moi, j'ai fait même sabbat de ma fille dans ce palais. Oui, effectivement. Avec la musique de
Kamal Aziz? Non, pas Kamal Aziz. Kamal El-Qoubi, le fils de Abdelrahman El-Qoubi qui a fait une petite refda et tout. Ah, bah c'est gentil ça. Ah, ça c'est très très gentil par contre. C'est très très gentil. C'était vraiment magnifique. Donc il y a de plus en plus d'engouement pour les boutiques de souvenirs, il y a beaucoup de choses qui. Ah, bah très bien. Bah merci Yazid. C'est bon. أنا تاني حنتحاوز كاع رايحين نتحاوزوا تكيت با تكيت با كاع رايحين نتحاوزوا. En tout cas, merci beaucoup Yazid d'être revenu sur le beau parcours de la Casbah parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à voir. Et parlant de la Casbah, Amira a choisi pour nous une chanson de la Casbah. Sur la Casbah. Exactement, ça doit être ça. Ça ne peut qu'être ça. En tout cas, merci beaucoup Yazid. Allez, ce sera donc une belle chanson autour de la Casbah, interprétée par le grand maître, effectivement, Chao. Et on se retrouve juste après. القصبة وانا وليدها ربي يا كبير ربي يا كبير توحشت انا حومتي ونسيان الحباب زنقت الكر مع عميرتي ودموعي سراب توحشت انا حومتي ونسيان الحباب زنقت الكر مع عميرتي ودموعي سراب فرم بالي عسلا رويتها بالعز والتقدير بالعز والتقدير باب الزيران الشفا زينها شط البحر تحير شط البحر تحير القصبة وانا وليدها البهجة وحنا ولادها ربي يا كبير ربي يا كبير القصبة وانا وليدها واللي صار يصير واللي صار يصير بحياة الشبابين فيها ما ننساش الخير ما ننساش الخير القصبة وانا وليدها جزائر وحنا ولادها ربي يا كبير ربي يا كبير ساحة الشهداء زينة وباب الواد في جمع سافي لقينا الخير مع السيادة في ساحة الشهداء زينة وباب الواد في جمع سافي لقينا خير مع السياد جامع الكبير تما قريتها بالصورات والتعبير بالصورات والتعبير سيدي رمضان من ولادها الشهداء كبير وصغير الشهداء كبير وصغير البهجة وانا وليدها جزائر وحنا ولادها ربي يا كبير ربي يا كبير البهجة وانا وليدها واللي صار يصير واللي صار يصير بحياة شبابين فيدها من اللي يكون صغير. Et voilà, donc très très belle chanson donc, du grand maître Abdelkader Chaoui qui nous a interprété une très très belle chanson sur la Casbah. Cette fois-ci, on va nous intéresser à la solidarité puisque le bureau de solidarité sociale de la wilaya d'Alger fait un travail colossal
auprès des personnes dans le besoin, auprès des personnes sans abri. Nous en parlons ce matin, donc en compagnie des représentants du bureau, à savoir Madame Nedjoua Mahi. Bonjour, marhaba bik. Et donc vous êtes éducatrice, assistante sociale, c'est ça. Voilà, parmi nous également Monsieur Braïs Abdelhamid. Bonjour, bienvenue. Abdelhalim, pardon. Marhaba bik, vous êtes psychologue. Oui. Et également parmi nous Madame Bahia Ouzar, assistante sociale. Bonjour, marhaba bik. Bonjour madame. Marhaba bikom. D'abord, bravo, félicitations pour tout le beau travail que vous faites sur terrain. Merci bien. Voilà, alors nous sommes en pleine période de froid, en pleine période de pluie. C'est vrai qu'on dit alhamdoulilah pour Had Ni'ma, mais entre-temps, il y a des personnes qui en souffrent un petit peu. Et vous, donc, vous venez en aide à ces personnes. Alors, parlez-nous un petit peu de vos actions sur terrain. Qui veut commencer? Allez-y, Adam. D'accord, bismillah d'abord. J'aimerais bien, si c'est possible, si vous permettez, vous donner un aperçu à le SAMU. Allez-y. Hein? Donc c'est un C'est-à-dire centre. que le SAMU n'est plus à présenter. Ce n'est pas le SAMU, c'est un bureau de solidarité sociale actuellement. C'est un centre d'hébergement d'urgence qui inclut tous les segments de la société et qui accueille toutes les tranches de la société de faiblesse psychologique, en détresse. Donc voilà, on a l'accueil par jour, une centaine à 60 personnes par jour, voilà, par des maraudes qu'on fait. Quotidiennement. Quotidiennement. Actuellement, on a renforcé depuis le mois de septembre. C'est la période hivernale. Oui. Période hivernale, elle commence au BSS, Bureau de Sécurité Sociale, Solidarité Sociale, pardon, le mois de septembre jusqu'à le mois de mars. Jusqu'au mois de mars, oui. Donc c'est vrai que c'est la période où... La plus dure. Il y a une intensification de maraude, c'est-à-dire de récupérer les personnes Hadouma en situation précaire. Justement. Alors, Madame Nedjoua, ça se passe comment, la récupération de ces personnes? Comment vous approchez de ces personnes? عندنا deux équipes. La nuit, le matin. عندنا زوج فرق. فرقة تاع الليل، فرقة تاع النهار. يخرجوا يوميا. بلدية سيدي محمد tous les jours. بلدية داري باب الواد يوميا 4 fois par jour، 4 خطرات في النهار. عندهم على 7 وعلى 11 و17 وعلى 5 و22 تاع الليل. Allez-y. نديرو استقبال، نابروشيو، نتخاطبوا لهاد الاشخاص، نتكلموا معاهم. بعد ما يوافقوا يطلعوا معنا للمركز، نقوموا حنا باستقبالهم في المركز، في مكتب الاستقبال. مركز الاستقبال فيه الاخصائيين الاجتماعيين. Alors, on va continuer à parler de cela, mais je vous propose juste quelques images et on se retrouve juste après. Donc, on parlait de cette solidarité. Alors, justement, Monsieur Balaïs, une fois que vous allez donc récupérer ces personnes, leur offrir donc un hébergement, un accompagnement, l'état psychologique dans lequel vous allez les trouver et surtout pour les accompagner, ça se passe comment? D'accord. Merci pour l'invitation d'abord. Bon, les personnes SDF, sans domicile fixe, en général, ils sont traversés par des événements choquants. Par exemple, la marginalisation de la société, bon, il y a la toxicomanie, il y a l'alcoolisme, il y a le rejet familial. La rupture conjugale. La rupture conjugale, la perte d'emploi. La perte d'emploi, une fois arrivé, ils se retrouvent dans la rue, une femme ou un homme. On bat les marottes qui font les baies d'Alger. La ville d'Alger, voilà, qui marque la collecte à Sidi Mohamed. Bon, ils font l'approche, on fait l'approche d'abord préliminaire, l'approche, l'entretien psychologique sur le terrain. Oui. Une fois récupérées les personnes sans domicile fixe,
on les ramène à notre niveau, au niveau de notre centre Hnaya, on يبدا l'entretien plus approfondi. Plus approfondi. Plus approfondi. L'accompagnement L'accompagnement psychologique, l'accompagnement social. Parfois, on procède à des Médical. réinsertions familiales. Dans la possibilité, il y a des possibilités de réinsertion familiale. Ça, c'est magnifique, par contre. Oui. Réinsertion familiale, contacter la famille, essayer d'établir un terrain d'entente entre la personne et son domicile fixe et sa famille. Mais parfois, on est affronté à des problèmes, par exemple, concernant, entre parenthèses, les mères célibataires. C'est vraiment très difficile et pénible de procéder à une réinsertion familiale. Parce qu'il y a le rejet familial, le rejet de la société et le sentiment de la femme qui se sent en culpabilisation. Elle est en culpabilité et parfois elle est frustrée. Ou sur le côté psychologique, qu'il y a des pathologies psychologiques. Par exemple, la dépression, le sentiment de dénigrement par la société et par la famille. Ça dépend le cas. Voilà, ça dépend des cas. كل حالة عندها دراسة حالتها. ما نقدروش نشخصوهم كاع كيف كيف. C'est un accompagnement personnalisé. Exactement. Voilà, personnalisé. Exactement. Alors justement, mesdames, là, ça reste quand même des cas très très sensibles. Hein. Donc j'imagine que même vous, c'est très difficile pour vous Absolument. de vivre ces moments-là. Alors quelle est la réaction de ces personnes? Est-ce qu'ils arrivent à vous suivre? Est-ce qu'ils arrivent à établir très facilement la confiance, de retrouver un petit peu une vie normale par la suite? Ça se passe comment? Non, pour la vie normale, je ne pense pas qu'elles arrivent facilement à reprendre une vie normale, parce que déjà qu'elles sont, comme il a expliqué mon collègue, il y a toujours ce sentiment de rejet par rapport à la société ou là, par rapport à leur famille. Donc, mais nous, on est là pour l'écoute. Il y a pour un l'accompagnement. établissement quand même d'une relation de confiance entre vous. Bien sûr. Ils arrivent à vous suivre. Il faut que la personne vous raconte ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Faut qu'il y ait un terrain de confiance. Et c'est pas un devoir, c'est notre rôle. Oui. C'est notre rôle d'abord de la mettre en sécurité. Vous avez les outils pour, les moyens pour, les techniques pour, la patience Tout à fait. pour. Exactement. L'écoute, on est là pour elle, la disposition, l'écoute, on est là pour l'accompagner à toute heure. متابعة هاد الاشخاص هذوما حنا متابعه معاهم بعد ما يجوزوا عند البسيكولوج لازم يكون ميدسان نجوزوا مع الميدسان كاين دي كا بسيكياتري ندوهم Il y a beaucoup de cas de عندنا psychiatrie. بزاف سورتو اللي يكون ديجا تعاطى المخدرات ومن بعد حبس المخدرات هذاك عندنا بزاف الحالات ما تقبلش ميم تروح المركز اكو شفتوهم دايوغ في هذوك الاغريسيف ميم كي تديهم ما يحبوش ما ياكسبتوني المركز ني مستشفى الامراض العقليه ميم الا بدا تريتمون ويريح يعاود يولي الحالات ما يسويفيش Exactement. C'est des addicts. Parce qu'il y a des coupures. عندنا متابعه Il y a des coupures. Voilà, Parce et que donc, une fois qu'il est suivi, c'est-à-dire dans notre établissement ou l'autre, il se retrouve toujours dans le même spirale, le même. Voyez. Et c'est ce que vous essayez de faire justement, d'accompagner. L'accompagnement social, des solutions adéquates. médical Et personnalisées. Exactement. Voilà. Et donc ça se fait jusqu'au mois de mars, c'est ça? Et c'est tous les jours? Tous les jours. من septembre à mars, c'est de la force de travail. Voilà, c'est accéléré. C'est la période Après الشهور الاخرين حنا نخدموهم عادي. Durant l'année, on 4 fois par jour la sortie تاعنا. الفرقة المتابعة. Ah oui. Une maraude de 4 fois par jour, À 7 heures du quotidiennement. matin, oui. Quotidiennement. 7 heures du matin, 11h, 17h et 22h le soir. Il y a un repère, un point A. On démarre et toute la caravane qui est là, bien sûr. Chaque jour. La sécurité sociale, plus médicale, plus DSP, protection la protection civile. La police, sécurité. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire. Ah bah oui. Le carnaval. On travaille La en daïra. collaboration avec La daïra, عندنا Netcom aussi. معنا باش كينزلوا الاس دي اف هذوك Oui, tout ce qui va laisser, ça va être... Ils vont être récupérés par les personnes de Netcom. Voilà, et donc vous allez accentuer votre travail durant cette période hivernale parce que c'est là finalement où le besoin... C'est une période très délicate et très sensible. délicate, oui. Par rapport au froid, par rapport à la pluie. Bien sûr, parce que quand même ils sont fragiles.
psychiquement, ils sont fragiles déjà dans leur être et dans leur voyez, santé. Donc, voilà, on fait le nécessaire pour eux, ce qu'on peut. En général, c'est des personnes en situation précaire, en situation de désarroi et tout, marginalisées par la société, comme je le disais tout à l'heure. Le sentiment de dénigrement. Mais il y a un problème que je souhaiterais le soulever, c'est les cas de psychiatrie en errance. En errance. Il y a beaucoup de cas de psychiatrie. On a un problème d'hospitalisation. Exactement. Voilà, pour hospitaliser dans les structures sanitaires les cas de psychiatrie parce qu'ils présentent un danger pour eux et pour la société. Et donc, c'est ce que vous essayez de faire, Oui. travailler en collaboration avec les hôpitaux pour leur trouver Pour leur trouver un internement, une éventuelle hospitalisation. hospitalisation. Parce que c'est des personnes qui nécessitent une hospitalisation. Nécessitent une hospitalisation. On est un abri transitaire. Donc. Transitaire, exactement. On n'est pas, on peut pas travailler en permanence. Exactement. Vous ne pouvez pas être en permanence. On n'a pas tous les moyens qu'il faut pour cette ampleur de cas. Voilà. Est-ce que ce sont des personnes que vous rencontrez à chaque fois ou c'est à chaque fois de nouvelles personnes? Ça se passe comment? Non, il y a des cas, qui sont. Il y a des cas récurrents, il y a des cas, il y a des nouveaux cas. Il y a des nouveaux cas. Et ça diffère, chaque cas de chaque cas, ça diffère. C'est pas la même situation, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas la même situation familiale. Chacun, c'est un cas particulier. On a un cas vous particulier. adapter finalement à chaque situation familiale. On a réussi quand même à faire des insertions, on a réussi quand même à faire. C'est-à-dire la solution existe. Mais à long terme, il faut un bon suivi, madame. Voilà. À long terme, c'est pas du jour au lendemain qu'on a une personne. De toute façon, l'accompagnement a toujours été le plus important dans tout ça. Dans tous les cas. Mais je veux dire, c'est dire que restons optimistes. La solution, elle peut exister. Il y a pas. Mais pas seul, c'est pas le BSS seul. C'est-à-dire, il faut tout un travail en équipe, collaboration, en équipe pluridisciplinaire. Exactement. Travail de collaboration. Quand même. Voilà, et c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est au quotidien tout au long de l'année, on le rappelle. C'est pas Oui, que tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Là, nous sommes juste en train de voir quelques photos de votre travail sur terrain. Donc, ce sont des personnes qui vous connaissent d'emblée. Avec vos tenues, ce sont des personnes qui vous connaissent d'emblée. Ils vous identifient d'emblée. Oui. Même sans tenue, on est repéré. On est repéré. Oui, parce que vous êtes quand même des c'est une équipe depuis. De terrain. Oui, de terrain. De terrain. C'est un travail de terrain. De terrain, en contact direct, donc avec. Et puis on est des agents polyvalents. Donc, on est là, on est au bureau, on est au terrain, on est un peu partout. Qu'en est-il de la contribution du citoyen? Est-ce que les citoyens vous appellent pour vous dire qu'il y a telle ou telle personne qui est dans le besoin? Ça, c'est important aussi, la contribution du citoyen. Ça vous aide. Avis de recherche, la dernière fois. On fait l'avis de recherche, oui, on fait les avis de recherche. C'est des gens pas contactés. Son nom, son prénom, ou il a leurs parents. Il y a des comme psychiatres. كما قلت لك اللي لقيتيه انت في الفيسبوك il faut les citer. Oui. La population collabore. La population collabore la voilà. population. Donc ça reste quand même la collaboration. Oui, bien sûr. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait un normal. cas في الفيسبوك يحبسوا ليه ماليه. Il était à notre niveau. Il était à notre niveau. جاب لي البيه هو وقته سبحان الله ما قالناش اسمه قاموا يحوسوا عليه فينا مخيناه وحنا عنده سولناه ماليه يبكوا قال لك هو بس بدل باسكو اللحيه ومن بعد كي جاو داوها ولا كيسلموا على عز الدين قالوا لي شحال نحوسوا عليه. Alhamdulillah, c'est ça les bonnes nouvelles. Beaucoup de réinsertion familiale à travers les réseaux sociaux. En tout cas, bravo pour le travail. Oui, bravo pour le travail que vous faites. Ça reste quand même un travail hautement humain. D'abord, avant que ce soit un travail en soi. Bravo, on vous dit une très très belle continuation à vous. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup, Yatekom Saha. Merci bien. Yatekom Saha, très belle continuation à vous. Donc, on continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de notre amie Ania pour nous parler de nutrition. Mais avant cela, je vous propose ces belles images, une belle balade en images et on se retrouve juste après.
Ania Srer nous rejoint pour nous donner de nouvelles recommandations, encore une fois, pour notre hygiène alimentaire et hygiène santé. Et ce sera juste après cela. Alors, il n'y a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on te reçoit directement, Ania. Bonjour. Bonjour, Nurhuda. Marhaba bik. Ça va? Comment ça va? Alhamdulillah. Ça se passe bien? Ça va, merci. Alhamdulillah. Recommandations en nutrition, particulièrement à l'approche du mois de Ramadan, hein, qui approche à grands pas d'ailleurs. On fera d'ailleurs des sujets pour la préparation Pour la de préparation. Ramadan Et puis et la même pour le préparation, jeûne, mais c'est pas le moment aujourd'hui, on va parler de façon générale. De façon générale. Voilà, Allez, c'est donc une on va- introduction. On va passer directement dans le sujet. C'est pour les recommandations. On va parler des recommandations en nutrition, des recommandations mondiales. Et surtout, on tenait à faire ce sujet car c'est un sujet d'actualité. En ce moment, tout le monde, dans le monde de la nutrition, parle de changements dans les recommandations alimentaires de certains pays. Voilà, qui changent leurs recommandations et qui se rapprochent sur certains points, pas sur tous les aspects, mais sur certains points du régime méditerranéen notamment, et de la vision de la nutrithérapie au sujet de ce qu'il faut privilégier, de ce qu'il faut réduire. Et ça fait assez polémique, c'est-à-dire qu'il y a des points à retenir favorablement, d'autres à retenir plutôt à Avec des modérer. pincettes, allez, on va dire. Voilà, à prendre avec des pincettes, exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette fameuse pyramide alimentaire qui n'est pas vraiment inversée, mais plutôt modifiée pour certains aspects dans le bon sens? C'est-à-dire que, par exemple, depuis assez longtemps, on parle plutôt de modèle alimentaire que de pyramide alimentaire en réalité. Et chaque pays a vraiment ses recommandations propres à lui. Chaque région plutôt c'est comme des écoles. Vous voyez, la nutrition, c'est comme des écoles. Il y a telle façon de faire. Voilà. Il y a des similitudes, mais il y a aussi certaines choses qui sont un petit peu différentes. Par exemple, pendant plusieurs années, les graisses ont été assez diabolisées, même les bonnes graisses. C'est-à-dire vous prenez du gras, que ce soit de l'huile, du beurre, les œufs notamment, certaines protéines ont été un petit peu diabolisées. J'avais des patients, des personnes qui me disaient oui, mais les œufs, ça ne contient pas trop de cholestérol. Les noix, c'est pas un petit peu gras quand même. Des remarques un petit peu comme ça, le beurre aussi, alors qu'il s'agit juste de réguler les portions, mais les lipides par exemple reviennent pas en force, c'est toujours la même logique en nutrition qui est suivie, c'est juste que la science évolue et précise encore plus les choses. Notre cerveau, notamment les membranes cellulaires, ont besoin de lipides pour fonctionner correctement, donc les bons lipides, pas les mauvais lipides, sont très bons pour notre santé. C'est pas le régime keto qui avait redonné, on va dire, leur valeur aux lipides? Oui. Quelque part. Oui. Mais vous savez, dans le régime méditerranéen, ça a toujours été présent. Ça a toujours été présent. Ça a toujours été présent. C'est juste une portion qui est peut-être moindre, voilà. Et surtout très loin des graisses transformées. On parle même de tout ce qui est industriel. D'ailleurs, il y a encore plus l'accent sur l'éviction des aliments industriels et trop transformés. Alors qu'avant, on recommandait des céréales au matin. Ça aussi, ça a été modifié. C'est-à-dire que le pain, les céréales, on va vers le complet toujours pour les fibres, pour les nutriments, pour les minéraux qu'ils contiennent et non pas des céréales raffinées comme les farines qui contiennent beaucoup moins de nutriments. Encore une fois, ce qu'il y a à retenir dans ces nouvelles recommandations et de façon globale, c'est pour les calories. Avant, on mettait beaucoup l'accent sur les calories. Vous avez par exemple, ça diffère selon l'âge, selon la femme, l'homme. Généralement, on a besoin de, on va dire, 2200 kilocalories, moins 500 pour la femme, plus 500 pour l'homme par jour. Mais si vous prenez un aliment qui a tant de calories, et vous prenez un fruit par exemple, et du sucre, comme on voit là sur l'image, donc du sucre et une pomme, on va dire que ça a tel apport calorique, le même apport calorique, mais on appelle ça des calories vides, car le sucre blanc n'apporte pas de nutriments. Au contraire, il va apporter de l'inflammation et d'autres problèmes. Alors que le même aliment qui a la même teneur calorique va apporter des nutriments. Il n'est pas vide sur un plan nutritionnel. Il va apporter des minéraux, il va apporter des vitamines, il va apporter ce qu'on appelle des micronutriments. Et c'est ça qui fait la différence. On met beaucoup plus l'accent sur la qualité de l'aliment nutritionnel que sur son apport calorique. Alors qu'avant, c'était plus
il faut éviter tel aliment parce qu'il y a trop de calories dedans, il faut prendre cet aliment, vous voyez. Donc là, on va plus vers la qualité de l'aliment que vers le nombre de calories. Le nombre de calories ou même la quantité de l'aliment. Mais ce qui manque, c'est l'aspect évidemment personnalisé. On ne met pas assez l'accent. La nutrithérapie, je pense que ça a un petit peu, ça se rapproche de plus de la médecine que voilà que la nutrition traditionnelle classique par le fait que on personnalise cette prise en charge alimentaire. Telle personne, selon son corps, sa physiologie, son rythme de vie, aura besoin de tels nutriments plus. On respecte le rythme alimentaire de la personne, on respecte les besoins de chacun de façon vraiment personnalisée. Et ça change beaucoup de choses. Donc oui, il faut, c'est-à-dire que c'est une très bonne chose, cette nouvelle actualité qui fait un petit peu le buzz, on va dire, mais il y a encore beaucoup, c'est-à-dire que là, il y a beaucoup à faire pour se rapprocher encore plus de ce qui est réellement mondialement reconnu, de la nutrition plus complète et plus personnalisée, qui se concentre plus sur les micronutriments que les simples macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les lipides, mais on va vraiment chercher les aliments les plus riches en minéraux, leur mode de cuisson. Si vous cuisez un aliment d'une mauvaise façon, vous allez perdre par exemple les vitamines hydrosolubles. On va prendre vraiment en considération les détails qui font que vous allez apporter à votre corps les nutriments dont il a besoin pour mieux fonctionner. Et avec toutes ces recommandations qui peuvent différer, au final, la population, les gens comme vous et moi, ils vont être dans une forme de flou. Et c'est là que moi, si je devais donner mon avis de médecin et formé en nutrithérapie, je dirais tout simplement qu'il faut aller vers le plus simple possible. C'est-à-dire les aliments les moins transformés possibles, les aliments, c'est-à-dire le moins d'aliments, c'est-à-dire vous ne mélangez pas trop d'aliments, vous mettez dans votre assiette un mélange assez, comment dire, vous respectez équilibré. Cette portion le plus diversifiée possible, car il y a beaucoup d'aliments qui vous apportent des nutriments, mais ça ne suffit pas si ce n'est pas diversifié. Et la diversification évite aussi des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des aliments qui sont bons pour notre santé, mais qui peuvent être un petit peu nocifs si on en abuse. Donc si vous diversifiez, vous évitez ce problème-là. Et surtout, en nutrithérapie, il y a beaucoup de place qui est donnée à l'activité physique et surtout, c'est un sujet qui vous tient à cœur et qui me tient à cœur, aux émotions. Aux émotions, effectivement. Car si on ne régule pas d'abord nos émotions, ça ne sera jamais un problème de comportement alimentaire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas discipliné que vous ne choisissez pas les bons aliments, mais c'est parce qu'il faut d'abord réguler vos émotions, faire de l'activité physique, ensuite penser à avoir une assiette équilibré et le plus proche du naturel possible. Voilà, donc effectivement, prendre beaucoup d'éléments en considération, beaucoup de facteurs en considération. Donc, ce n'est pas que l'assiette, mais c'est un tout. Et finalement, c'est une hygiène de vie, c'est un état d'âme en soi. En tout cas, merci beaucoup, encore une fois, Ania, pour ces recommandations. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres recommandations. Merci, Ania. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec grand plaisir dès vendredi prochain. Au revoir.